chromatine. Bon, organisation de l'ADN nucléaire. Bon, puisque je ne connais pas exactement l'ordre de vos cours, on va procéder comme d'habitude, d'accord? Je vais lire et on explique. Le génome humain est composé de 3 milliards de paires de bases, on l'a déjà vu, représentant une longueur totale d'ADN déroulée d'environ 2 mètres. Et on avait dit que ces 2 mètres étaient emprisonnés dans un noyau dont la taille était inférieure était de quelques microns. Donc, on avait dit qu'il devait y avoir un mécanisme de compactage, de réduction de longueur, de réduction de la taille de l'ADN afin que je puisse emprisonner 2 mètres dans quelques microns. 2 mètres dans quelques microns. Or, cet ADN est présent au sein d'un noyau cellulaire dont le diamètre n'excède pas une dizaine de micromètres. Vous voyez, afin de pouvoir être contenu dans le noyau, l'ADN doit donc être compacté. Il doit être compacté grâce à son association à des protéines particulières, les histones. Les histones pour former une structure appelée chromatine. Donc, ADN plus histone égale chromatine. ADN plus histone égale chromatine. ADN plus histone égale chromatine. Très bien. Donc voilà, on avait parlé de cet enroulement. La chromatine qui contient l'information génétique assure 3 fonctions essentielles du génome. La compactation de l'ADN, on l'a déjà dit, l'organisation de territoire et de fonctions chromosomiques, télomères, centromères. Donc c'est l'organisation de la chromatine qui permet de définir les centromères et les télomères, les régions topographiques de mon chromosome. Les régions topographiques de mon chromosome. On avait parlé la dernière fois du centromère, on va en reparler. Son rôle dans la division cellulaire, son rôle dans la formation de nouvelles cellules, son rôle dans la formation du matériel génétique de nouvelles cellules, le centromère. Ou les télomères, on en avait aussi parlé, on avait dit que c'était le siège de protection du chromosome. Les télomères sont le siège de protection du chromosome contre les agressions et que ces télomères connaissaient une réduction de taille avec l'âge, ce qui exposait l'organisme aux différentes agressions. Ça, très bien. Donc, il y a une organisation de ma chromatine, il y a une organisation de mon ADN sous forme de chromosome. Cette organisation topographique, elle fait en sorte qu'il y ait un chromosome comme ça sous forme de X. On va voir cette organisation. La modulation de l'accessibilité de l'ADN à divers facteurs régulateurs des fonctions nucléaires. C'est-à-dire que mon ADN pour être exprimé, mon ADN pour être transcrit, mon ADN pour être répliqué, pour subir la réplication, pour subir la transcription, pour que je puisse lire l'ADN, soit pour en former une autre molécule d'ADN dans la réplication, soit pour en former une molécule d'ARNM dans la transcription. Dans la transcription, d'accord? Je transforme l'ADN en ARNM dans la transcription. C'est-à-dire que j'ai besoin de lire ma molécule d'ADN, je vais la lire et pour pouvoir la lire, je dois l'ouvrir, je dois l'exposer, d'accord? On avait vu dans l'enzymo, en enzymo, on avait dit que chaque enzyme possédait un site d'action qui était dit site actif et que pour pouvoir réaliser sa fonction, le site actif devait être exposé parce que c'est l'exposition du site actif qui permettait qu'il y ait un contact entre ce site actif et le substrat. C'est vrai ou pas? Donc, on avait dit que le site actif, quand l'enzyme était inactive, le site actif était caché, le site actif était emprisonnés dans des zones hydrophobes et que lors de l'activation des enzymes soumises à régulation, il y avait exposition du site actif. Donc je devais exposer le site actif pour qu'il y ait un contact entre le site actif et le substrat. Ici c'est la même chose. Mon ADN pour pouvoir le lire, mon ADN pour pouvoir l'utiliser, mon ADN pour pouvoir le transcrire, mon ADN pour pouvoir le répliquer, il faut l'exposer et il n'est pas toujours en exposition. C'est-à-dire que je prends ces régions cachées, je les expose et en les exposant, je les rends lisibles. Je les lis et je les utilise comme je veux. Donc, la capacité de accessibilité, la capacité d'exposer la molécule, elle est réalisée grâce à la chromatine. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire la chromatine? Elle va moduler l'accessibilité de l'ADN à divers facteurs régulateurs des fonctions nucléaires. Donc, soit elle cache l'ADN, soit elle expose l'ADN. Et c'est ça l'accessibilité.
D'accord? Accessibilité veut dire pouvoir accéder à quelque chose, c'est-à-dire donner accès à quelque chose. Vous avez tous dans vos téléphones une option accessibilité. D'accord? Accessibilité dans laquelle, qu'est-ce qu'on règle? Il y a toujours une personne qui n'arrête pas de modifier les paramètres de son téléphone parce qu'elle n'a rien à faire. Tout le monde, bon. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accessibilité? Dans l'accessibilité, on change la taille de la police. Dans l'accessibilité, on change la taille de la police, on essaye de moduler l'appareil pour les non-voyants, pour les sourds-muets. D'accord? Donc, c'est pourquoi? C'est pour les rendre plus accessibles. On va après, Inch'Allah, prenez quand même vos smartphones, allez dans Options, Accessibilité, et vous allez voir que c'est dans l'accessibilité que vous pouvez rendre les onglets plus visibles, changer la police, changer la taille, pouvoir rendre le téléphone parler avec le haut-parleur. D'accord? Donc, il rend les options du téléphone, les caractéristiques du téléphone accessibles, plus accessibles. Donc, c'est ça l'accessibilité. D'accord? La chromatine des cellules eucaryotes constitue un polymère nucléoprotéique. Nucléoprotéique avec le nucléoplasme comme unité de base. On va voir c'est quoi le nucléoplasme. D'accord? C'est une association d'acides nucléiques avec des protéines. C'est pour cela qu'on dit qu'elle constitue un polymère, c'est-à-dire plusieurs monomères nucléoprotéiques. Nucléoprotéiques, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'un acide nucléique et d'une protéine. D'accord? Les nucléosomes. Allez, commençons par le commencement. Le nucléosome est composé de 146 paires de bases. D'accord? Bon, si on veut définir le nucléosome, qui peut définir le nucléosome? On avait dit que le nucléosome était l'unité de base de la chromatine. Le nucléosome est l'unité de base de la chromatine chez les eucaryotes. Le nucléosome est l'unité de base, l'unité structurale et fonctionnelle de la chromatine chez les eucaryotes. On va voir de quoi est constitué ce nucléoplasme. Le nucléoplasme est composé de 146 paires de bases d'ADN. Donc, premier constituant, c'est l'ADN. Dans un nucléosome, j'ai 146 paires de bases. J'ai 146 paires de bases. Très bien. Enroulé autour d'un octamère. Octa veut dire combien? 8. Très bien. Autour d'un octamère protéique, c'est-à-dire de 8 protéines. 8 protéines. Comprenons 2 exemplaires de chacune des histones de cœur. Les histones de cœur. Les histones de cœur. Vous retenez cette expression. Parce qu'il y a plusieurs types d'histones. D'accord? On va les voir. Histones de cœur, histones de liaison. D'accord? On va les voir. Donc, la partie protéique du nucléosome est constituée de 8 protéines. Ces 8 protéines, en fait, c'est 2 fois 4 protéines. C'est 2 fois 4 types de protéines. Quelles sont ces protéines? On les appelle histones du cœur. Quelles sont ces histones du cœur? Ce sont les H2A, H2B, H3, H4. Donc, dans chaque nucléosome, j'ai combien de H3? Très bien. J'ai combien de H4? J'ai combien de H2A? J'ai combien de H2B? J'ai combien de H1? 0. Très bien. Donc, j'ai 8 pour constituer le nucléosome. Il me faut 8 protéines. 8. Ces 8 protéines, c'est quoi? Ce sont 2 exemplaires de chacune des 4 protéines suivantes. H2A, H2B, H3, H4. D'accord? Donc, Anaya, j'ai combien de membres, Anaya? J'ai combien de membres? Combien? 4 membres. J'ai 4 membres, mais ce sont 2 exemplaires de chaque membre. Le membre supérieur et le membre inférieur. Donc, j'ai 2 exemplaires de 2 membres. J'ai 4 membres. L'histone, il a 2 exemplaires de 4 protéines. 2 exemplaires de 4 protéines. Donc, il a en tout 8 protéines. Quelles sont ces 8 protéines? H2A, H2B, H3, H4. Reprenez-les. Qui peut les reprendre?
Très bien. Donc, pour un nucléosome, j'ai 8 protéines. H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4. 8 protéines. Un octamère protéique. On est d'accord? Très bien. Les nucléosomes sont reliés entre eux par un fragment d'ADN internucléosomique. Donc, qui peut me dire quelle est la constitution du nucléosome? Un nucléosome est égal à 146 paires de bases d'ADN enroulées autour de 8 protéines qui sont des exemplaires en double de 4 protéines qui sont dites histones H2A, H2B, H3 et H4. Alors, j'ai dit que l'histone, que le nucléosome était constitué d'une ADN et de protéines. Mais je dois savoir aussi que mon ADN, c'est une longue chaîne de paires de bases, d'accord? Ou alors le nucléosome, j'ai dit qu'il ne contenait que 146 paires de bases. Qu'est-ce que je vais déduire? Je vais dire que ma molécule, ma chromatine, c'est l'association de plusieurs nucléosomes qui sont accolés l'un à l'autre par de l'ADN, qui se font succession, qui sont contigus grâce à la liaison par des molécules d'ADN. Donc c'est ça, le nucléosome. Une protéine, une autre protéine, une autre protéine et une autre protéine fois 2. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tricher un peu. Déjà, on va la supprimer. Paint, quand on essaie d'utiliser, on peut faire avec des merveilles. On fait 100. Non, on fait pas ça, on fait 100. Pour laisser le moins de limites. Et hop, on fait ça. Et là, on refait ça. Et hop. Voilà. Ça, c'est un octamère. Octamère qui est quoi? Qui est 2 exemplaires de chacune des 2 protéines qui sont H2A. Donc ici, c'est aussi un H2A. H2B. Même chose. Ici, H3. Kif kif. 4 et 4. Autour desquels s'enroulent, oui, combien? 146 paires de bases. Donc je vais avoir 108. Et hop. D'accord? Ma molécule d'ADN, c'est quoi? Ma molécule de chromatine, c'est ce nucléosome qui se répète. Donc cet ADN, hop, il va continuer à s'allonger, il va former un autre nucléosome. D'accord? Bon. Il va former un autre nucléosome. D'accord? Donc ma molécule d'ADN, c'est quoi? C'est un ensemble de nucléosomes liés les uns aux autres. Et si j'augmente, si je regarde de loin ces nucléosomes, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une structure qui est comme ça. Nucléosome, 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 un autre nucléosome et un dernier nucléosome. D'accord? Donc ma chromatine est une succession de nucléosomes. On est d'accord? On est d'accord? Très bien. On continue alors. Pas vraiment. On va voir. Et ça ressemble à un colisperme, mais c'est pas ça, malheureusement. On va voir. Ah. Les nucléosomes sont reliés entre eux par un fragment d'ADN internucléosomique. C'est la partie d'ADN qui relie un nucléosome à un autre nucléosome. Ou ADN de liaison. Le nucléofilament de 11 nanomètres de diamètre, ainsi formé, ressemble à un collier de perles. D'accord? Un collier de perles. Chaque perle correspond à un nucléosome. Oui, en fait, c'est ça. C'est un peu ça. Alors, je croyais que le collier de perles, c'était
chaque nucléosome constituait un collier de perles. Mais bon, vous avez raison. Donc voilà. C'est comme un collier de perles. Mais ce n'est pas des perles, malheureusement. Des perles. J'avais entendu qu'un chanteur américain très célèbre, je ne sais pas si vous le connaissez, Lil Wayne, vous le connaissez? C'est un chanteur. Un rappeur? Oui, très bien. Richard, vous connaissez Lil Wayne? Oui. Vous l'écoutez? Non. D'accord, je ne sais pas ce qu'il chante, enfin. Qu'il avait un casque, un beat, comment ça s'appelle? Un casque en musique, qui coûtait $1 million, parce qu'il était recouvert de diamants, voilà. Je ne sais pas c'est quoi le rapport avec ça, mais bon, Lil Wayne, il possède un casque en musique qui coûte $1 million, voilà. Ah, oui, c'est bien, voilà. Il est épileptique. Voilà, ça c'est une information intéressante pour vous. Il est épileptique, ça c'est plus intéressant. Il est épileptique, mais il a quel âge? Dans le trentaine. Donc il manifeste toujours. Ah. Je vois. On continue. On ferme la parenthèse Lil Wayne et on continue notre cours. Bon. D'accord. Ainsi formé ressemble à un collier de perles régulièrement espacé le long du brin d'ADN. D'accord. Tout ça, on est d'accord. L'ADN de liaison interagit avec une autre protéine histone. D'accord. L'ADN de liaison, cet ADN qui sépare ou qui relie un nucléosome avec un autre nucléosome, il est en interaction avec une autre histone dite histone de liaison. Les histones H1 de liaison permettent la compactation des nucléosomes pour former des fibres de 30 nanomètres. Donc H1 c'est un histone de liaison. L'histone de liaison, c'est comme les filles qui utilisent le stylo ou une baguette comme ça pour relier les cheveux. Vous avez déjà vu ça? Vous le faites vous-même peut-être. On prend nos cheveux. Moi, je n'ai pas de longs cheveux. On prend nos cheveux, on les enroule et hop, on place une baguette. Cette baguette permet de relier les cheveux. Ah, c'est ça. Donc il va permettre. Très bien. Tout ça, c'est pour compacter encore et encore l'ADN. Donc cette histone de liaison, c'est comme la fibre, c'est comme la baguette de liaison des cheveux utilisée par les Asiatiques le plus souvent. D'accord? Après, dans les films, elle la tire et elle frappe avec. Très bien. On ressemble à un collier de perles pour former la fibre de 30 nanomètres. On continue. L'architecture et le mode de compactation de cette fibre de 30 nanomètres ne sont pas clairement définis et 2 modèles d'organisation sont actuellement proposés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment elle est organisée, sa structure de 30 nanomètres. On ne sait pas exactement. Donc, il y a deux théories. Donc, 2 modèles ont été proposés. C'est comme les modèles de l'enzymologie. Vous vous souvenez des modèles? En essayant d'expliquer la fonction d'une enzyme, on a établi des modèles. Vous vous souvenez des modèles? Le modèle de Fischer, le modèle de... Non. Le modèle de... Vous avez oublié. Strange-Jones. J'ai oublié. Faut pas oublier. Il y a un modèle que vous devez garder en tête. C'est celui de la reconnaissance partielle et puis de la reformation. Donc c'est un peu ça. Ici, voilà. Je crois que c'est une joke là. Voilà. Kochland. Ah, le modèle de Kochland. Oui, le troisième, on vous l'a enlevé. C'est vrai.
il y a un troisième modèle qui s'appelle Selene quelque chose. Donc c'est le modèle de Kochland. Le modèle de Kochland, on n'oublie pas, d'accord? Donc c'est des modèles proposés. Ici c'est la même chose, c'est des modèles proposés. Le premier modèle, ou un modèle solénoïde, l'ADN compris entre deux nucléosomes se courbe pour permettre l'enroulement du nucléofilament en une structure de forme hélicoïdale. Donc, j'ai un nucléosome et un nucléosome entre les deux. Cet ADN de liaison, il va faire ça. Il va faire une hélice. D'accord? Premier modèle. Deuxième modèle, le nucléofilament est considéré comme une structure de type rigide, adoptant une forme en zigzag, comme ça. Deuxième modèle, c'est comme ça. L'essentiel, il essaie de lier le nucléosome à l'autre nucléosome pour avoir une compactation maximale. On est d'accord? Donc, on a abordé la chromatine, on a vu la structure de la chromatine, qu'elle était constituée d'une molécule de base qui est dite nucléosome. On avait dit que le nucléosome était un octamère formé de 8 protéines. Ces 8 protéines sont les résultats de liaison entre deux copies de 4 protéines, donc 4 fois 2 est égal à 8. Ces 4 protéines sont dites histones du cœur. Les histones du cœur sont H2A, H2B, H3 et H4. Pour former le nucléosome, il faut que ces 8 protéines se lient à 146 paires de bases d'ADN. Donc le nucléosome est le résultat de compactage d'ADN avec des protéines. Chaque nucléosome est lié à un autre nucléosome par de l'ADN de liaison. D'accord? Cet ADN de liaison, il prend une structure particulière pour pouvoir lier les nucléosomes l'un avec l'autre. Deux modèles ont été proposés. Le modèle en zigzag, le modèle en hélice. Le modèle en hélice est appelé modèle solénoïde. C'est très simple. D'accord? On continue. Le chromatine, la notion de euchromatine et de hétérochromatine. L'étude de la compactation du génome par l'utilisation de colorants spécifiques a permis de différencier deux types de chromatine. C'est des expériences qu'on a réalisées sur des mouches géantes. On a vu ça au terminal, si vous vous souvenez. Le chromatine vraie, décrite en 1928 par le botaniste Emil Hates, qui apparaît modérément colorée en interphase. Donc elle apparaît colorée en interphase, au cours de laquelle elle se décondense. Le chromatine correspond aux régions chromosomiques chimiquement modifiées et associées à des protéines favorisant la structure décompactée, accessible à divers facteurs de régulation, notamment transcriptionnels, donc accessible à la transcription. Le chromatine, c'est quoi? C'est une chromatine remarquée au cours de la division, au cours de la mitose, plus précisément au cours de l'interphase, dans la phase de préparation de la mitose. D'accord? Donc, cette euchromatine, c'est une chromatine décompactée. C'est une chromatine décompactée. D'accord? Voilà. Ça, c'est l'hétérochromatine. Et ça, c'est l'euchromatine. L'euchromatine est une chromatine décompactée. Pourquoi elle est décompactée? Parce qu'on avait dit que c'était la chromatine qui était responsable de l'accessibilité de l'ADN. Donc elle commence à se décompacter. Pourquoi? Pour être accessible aux différents facteurs de transcription, pour être accessible aux différentes enzymes qui vont interagir avec. D'accord? Donc c'est une chromatine décompactée. L'hétérochromatine ou autre chromatine, qui correspond aux régions chromosomiques restant condensées et qui sont donc colorées en interphase. Plus il y a de la compactation, plus il y a de la coloration. Donc au cours de l'interphase, on a remarqué qu'il y avait des régions qui se décoloraient, qui étaient moins colorées que les autres régions. Donc les régions qui sont restées colorées intensément, c'est l'hétérochromatine, parce qu'elle reste compactée, et plus je compacte la chose, plus elle devient colorée. Ça, on le sait. La preuve est que le meilleur exemple que je peux vous donner est les sachets de pain. Ceux qui ont l'habitude d'acheter du pain. Le pain, malheureusement, en Algérie, on le met dans des sachets en plastique. C'est des sachets qui sont transparents. Les sachets qui sont transparents, ça peut être un jaune transparent, ça peut être un bleu transparent, ça peut être un blanc transparent.
Si c'est du jaune transparent, quand vous voyez le paquet chez le boulanger, il a quelle couleur? Jaune. Mais vous, le sachet, vous le voyez comme étant clair. Donc, votre sachet, il est moins coloré que le paquet de votre boulanger. Pourquoi? Parce que le paquet du boulanger contient un grand nombre de sachets un sachet mis l'un sur l'autre. Et donc, ils seront compactés, ils auront plus de coloration. Plus je compacte, plus le nombre est important, plus l'opacité est importante, plus la couleur apparaît. Donc, quand c'est compacté, c'est plus coloré. Quand c'est décompacté, c'est moins coloré. D'accord? Très bien. Donc, c'est des régions chromosomiques qui restent condensées et qui sont donc colorées en interface. Pourquoi? Parce qu'elles restent condensées. L'hétérochromatine est caractérisée par une composition en séquence génomique et en protéines induisant une structure fortement compactée. Donc, elle est toujours compactée parce qu'elle a une structure caractéristique en ADN et parce qu'elle a une structure caractéristique en nucléosome, en ADN et en protéines, pardon. En ADN et en protéines. Donc, ces protéines particulières, ces ADN particulières lui permettent d'avoir une structure compactée. Globalement, non permissive à la transcription car peu accessible aux facteurs régulateurs. Donc, cette région, elle n'accepte pas les intrus, elle ne laisse pas les facteurs de transcription venir l'activer et donc elle ne sera pas transcrite. D'accord? D'accord? Euchromatine, hétérochromatine. L'euchromatine, elle se décompacte. J'ai pu la remarquer dans son état décompacté. L'hétérochromatine, elle ne se décompacte pas. Elle reste compactée et en restant compactée, elle ne va pas se laisser faire par les facteurs régulateurs et donc elle ne va pas être transcrite. D'accord? C'est clair? Je suis désolé si j'essaie d'avancer rapidement, c'est pour avancer rapidement, tout simplement. Les différents ADN nucléaires. Le génome est l'ensemble de l'information génétique. Le génome est l'ensemble de l'information génétique. Donc, quand quelqu'un vous parle de génome, il vous parle de l'information génétique contenue dans l'ADN, le contenu dans le noyau. C'est ça le génome. Chacun de vous a son génome. Vous connaissez l'émission Ma Fawq al-Génome? Personne ne la connaît. Vous devriez la regarder. J'ai regardé un épisode, mais c'est magnifique. Elle a été diffusée le mois de Ramadan de Meshia Hadali Qablo. L'ADN codant pour la plupart des protéines. Bon, l'ADN génique. On commence par l'ADN génique. Donc, quels sont les types d'ADN qu'on va aborder? L'ADN génique, l'ADN répétitif groupé, l'ADN répétitif dispersé. C'est tout. Le polymorphisme de l'ADN, c'est une autre notion. Donc, je suis où? Je suis dans le noyau. J'ai parlé de chromatine, de son rôle, de son compactage, de son décompactage, de son accessibilité, de son expression, des protéines qui modulent cette transcription. Nous allons maintenant nous intéresser à l'ADN proprement dit. Il y a plusieurs types d'ADN. Dans ma structure ADN, à l'intérieur de mon noyau, dans ma chromatine, il y a plusieurs types d'ADN. Quels sont ces types d'ADN? L'ADN génique, c'est l'ADN qui code pour les protéines. C'est l'ADN qui code pour la plupart des protéines. Donc vous avez des cellules qui contiennent des enzymes, qui sont des protéines, qui ont été fabriquées par la protéosynthèse. Cette protéosynthèse a été réalisée par des ribosomes. Les ribosomes ont lu de l'ARNM qui est venu à partir de l'ADN. Donc l'ADN qui est responsable de la synthèse de votre protéine, c'est l'archive de toutes nos molécules protéiques. Il est contenu où? Dans l'ADN génique. Chaque gène est présent sous forme de une ou deux copies ou quelques copies. Donc chaque gène, j'en possède plusieurs copies. Je peux en posséder une, deux ou plusieurs. Très bien. L'ADN codant pour les histones, ARNT, taille moyenne sans nucléotides, ARNR, les gènes codant pour ces protéines, et ces ARN sont répétés plusieurs milliers de fois. Bon, vous oubliez l'ARNT, l'ARNR. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que pour fabriquer l'ARNR, il faut lire l'ADN génique.
que pour fabriquer l'ARNT, il faut lire l'ADN génique. L'ARNR, c'est quoi? C'est de l'ARN. L'ARNT, c'est quoi? C'est de l'ARN. D'accord? Ces ARN, pour pouvoir les fabriquer, je dois réaliser des transcriptions de mon ADN. Donc, que ce soit l'ARNM qui va être traduit en protéines, que ce soit l'ARNT qui va être utilisé pour la synthèse protéique, que ce soit l'ARNR qui va entrer dans la constitution du ribosome. Ces trois ARN, ils sont codés par de l'ADN génique. Ils sont codés par de l'ADN génique. ARNR, ARNT, ARNM sont codés par de l'ADN génique. Les gènes codants pour ces protéines et ces ARN sont répétés plusieurs milliers de fois. Plusieurs milliers de fois. Donc, les histones, les ARN, ils sont codés plusieurs milliers de fois. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont constamment synthétisés. Parce qu'ils sont toujours synthétisés. La cellule synthétise toujours de l'ARNM. Elle synthétise toujours de l'ARNR. Elle synthétise toujours de l'ARNT. Quand elle synthétise toujours de l'ARNM, c'est pour la traduction. Pourquoi ils n'ont pas parlé d'ARNM ici? Celui qui peut me répondre à cette question, je lui offre un cadeau. Non, pas exactement. Très bien. J'ai pas de cadeau. C'est la première fois que vous allez en avoir un. Inch'Allah. Bon. J'ai fait ça comme si je cherchais un cadeau. Je ne vais pas trouver de cadeau sur le bureau. Mais bon, c'est parce que la constitution, les protéines que je cherche à partir de cette ARNM, elles sont différentes. Ça peut être une enzyme, ça peut être une protéine membranaire. Ça, donc, quand je parle d'ARNM, j'en ai parlé ici. La plupart des protéines. Parce que la plupart des protéines, je dois passer par l'ARNM pour synthétiser ces protéines. D'accord? Mais les ARNR, ce sont les mêmes. Les ARNT, ce sont les mêmes pour chaque acide aminé. Donc, les ARNR et les ARNT vont être codés plusieurs milliers de fois pour le même ARNR, pour le même ARNT. D'accord? Et les histones, ce sont les mêmes. J'ai H1, H2A, H2B, H3, H4. Vrai ou pas? Et c'est le même type de histone qui va entrer dans la constitution du nucléosome. Donc, j'ai besoin de plusieurs copies du même type des histones, des ARNT et des ARNR. C'est pour cela qu'elles sont codées des milliers de fois dans un même ADN. D'accord? Très bien. Ça, c'est l'ADN génique. C'est l'ADN qui est responsable du fonctionnement, de la fonction génétique du noyau. On va voir d'autres types d'ADN. L'ADN répétitif groupé. L'ADN répétitif groupé. Les séquences elles ont des caractéristiques. Ces séquences d'ADN, elles sont d'abord courtes, de 10 à 100. Elles sont répétées des milliers à des millions de copies. Maintenant, je prends une séquence. C'est GCT, c'est GCT, c'est GCT. Elle peut se répéter des milliers de fois. D'accord? Disposées en tandem les unes à la suite des autres. Vous connaissez ce que c'est qu'un tandem? Un tandem, c'est quelque chose qui fait suite à l'autre. Qu'est-ce qu'on appelle tandem dans la langue française? Dans les années 80, même maintenant, je crois que ça existe. Vous connaissez le tandem? C'est le vélo à deux. Certains vélos sont sous forme de longs vélos. C'est pour... Oh, ça me rappelle une petite histoire écrite dans le... Elle est citée dans le livre Les ailes du diable de Henri Troyan. L'histoire, elle s'appelle le tandem en plus. Ça, j'ai un flash. L'histoire, le conte, il s'appelle le tandem. Yeah, c'est vrai. Je n'y avais jamais pensé. Le tandem, c'est le vélo à deux. C'est ça le tandem. Ça, on dirait, c'est des roues. Hein. Ça. Ça, c'est un vélo.
Donc, fait deux. Ça, c'est la première chaise. Ça, c'est la deuxième chaise. Ça, c'est le premier guidon. Quand? Tic, tic. Ça, c'est le deuxième guidon. Tic. Comme ça. D'accord? Bon, on a des pédales et tout. Bon, vous savez ce que c'est qu'un vélo. Donc, un tandem, c'est un vélo qui comprend deux sièges. D'accord? Il faut beaucoup d'harmonie pour pouvoir conduire un tandem. Parce qu'il faut avoir la même synergie pour conduire deux roues à la fois. Je crois qu'il fait 3 roues. Bref, vous avez l'habitude de les voir. Bon, en Algérie, pas tellement, mais c'est de longs vélos dans lesquels 2 personnes conduisent en même temps. L'histoire de Henri Troya, le tandem, c'est l'histoire d'une femme avec son mari qui prenait chaque jour le vélo, qui était très amoureux et qui allaient se promener chaque matin dans leur tandem, blablabla. Un jour, il périt, il mourut. Le mari, il mourut. Mais la femme est devenue un monstre en perdant son mari. Voilà. C'est un peu le résumé. Vous pouvez aller lire le conte. Pas un monstre, un fantôme. C'est moche, un monstre. Hi. ADN répétitif groupé. On avait dit qu'elle était disposée en tandem. Maintenant, on sait ce que c'est que tandem. Tandem, les unes après les autres, comme les sièges du tandem. Généralement non codantes. Elles sont non codantes. L'ADN répétitif groupé n'est pas codant. Il n'est pas codant. Donc, il n'a aucun intérêt génétique, mais il a d'autres intérêts. L'ADN répétitif dispersé, c'est quoi? C'est quoi je vous avais dit la dernière fois, c'est quoi l'intérêt d'avoir des séquences d'ADN répétées longues qui étaient non codantes? Je vous avais dit la dernière fois. Très bien, c'est la protection de l'ADN codant contre les mutations. C'est la protection. Donc, je disperse mon ADN codant un peu partout dans des régions qui sont non codantes. D'accord? C'est un moyen de protection. C'est comme ça qu'on faisait avec les princesses, avec les pseudo-prophètes. D'accord? C'est des... Bon. Quand on voulait protéger une fille, par exemple, dans le temps, elle avait son harem. D'accord? Elle avait son harem, harem taha. Donc, le harem taha, il est constitué de filles qui pouvaient lui ressembler, c'est pas important, qui avaient son âge. D'accord? Et qui étaient habillées comme elle. Donc, toi, tu veux agresser la princesse, tu veux voler la princesse. D'accord? Tu te retrouves avec 20 filles. Tu ne sais pas quelle est la princesse. Donc, c'est un moyen de protection. C'est la même chose. Donc, la mutation, elle vient parce que les mutations il y a une probabilité de réalisation de la mutation. On ne peut pas savoir où elle est réalisée. Elle peut être réalisée un peu partout dans l'ADN. Donc, je protège l'ADN contre les mutations par cette dispersion. Une des 20. C'est pas le roi, il va pas payer de rançon, donc elle sert à rien. Elle sert à rien en tant que captive, hein. Ça reste une personne. Ils sont bien d'accord. Donc elles sont non codantes. L'ADN répétitif maintenant dispersé. Il est regroupé en tandem l'une après l'autre. On va voir l'ADN répétitif dispersé maintenant. L'ADN répétitif dispersé représente 50% du génome. Vous voyez, 50% plus que 50% de votre ADN est génétiquement inutile. D'accord? Il n'est là que pour protéger l'autre ADN. Les séquences répétées sont les rétrotransposons, line, long interspersed nuclear elements. Séquences capables d'être recopiées et transposées dans le génome par un mécanisme spécifique mettant en jeu les ARN. Bon, on est en train de parler de rétrotransposons parce qu'il y a les transposons. Dans les transposons, j'ai
les transposons proprement dit et les rétrotransposons. Vous connaissez ce que c'est qu'un transposant? Par définition, un transposant, c'est une molécule d'ADN, c'est une partie d'ADN qui peut migrer, qui peut changer de place. D'accord? Elle peut être transposée. Vous vous souvenez de la transposition? Vous l'avez vu en génétique? Non? Non? Vous l'avez pas vu? Si. Transposition. Un transposant, allez tcha. Un transposant, c'est quoi? C'est une partie d'ADN qui peut être recopiée, qui peut se déplacer. Comment c'est quoi la différence entre le transposant et le rétrotransposant? Le transposant a comme intermédiaire l'ADN. Donc c'était de l'ADN. Je fabrique avec de l'ADN. Je transpose l'ADN. Le rétrotransposant, il a comme support ou il a comme intermédiaire de l'ARN. Donc ADN, je passe par l'ARN, ensuite je refabrique de l'ADN pour le déplacer. Donc un rétrotransposant, c'est quelque chose qui passe par l'ARN. C'est comme les rétrovirus. C'est quoi un rétrovirus? C'est un virus à ARN. D'accord? On les appelle les rétrovirus. Ça veut dire quoi rétro? Rétro veut dire revenir en arrière. C'est parce que les rétrotransposants doivent passer de l'ARN, retourner de l'ARN vers l'ADN. Les rétrovirus possèdent un ARN qu'ils doivent transformer en ADN pour être traduit. Rétro veut dire revenir en arrière. Je reviens de l'ARN vers l'ADN. Je reviens de l'ARN vers l'ADN. D'ailleurs, la transcriptase, on l'appelle transcriptase reverse. D'accord? C'est parce qu'elle fait le retour. Le line, ce sont des séquences capables d'être recopiées et transposées dans le génome par un mécanisme spécifique mettant en jeu l'ARN. C'est pour ça que je parle de rétrotransposant. C'est parce que je dois passer par l'ARN. C'est clair? C'est clair pour tout le monde. Le sign short interspersed nuclear elements. Short. Elles sont courtes. 500 paires de bases. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme information. Les transposants maintenant, on ne parle plus de rétrotransposants, mais de transposants. Ce sont des séquences capables d'être recopiées dans le génome et qui dépendent seulement de l'ADN. Pas d'ARN impliqué ici dans les transposants. Pas d'ARN. Les ARN sont impliqués dans les ARN sont impliqués dans les rétrotransposants. L'ADN seulement dans les transposants. D'accord? Protéines connues mais non traduites. Il y a environ 2000 témoins de l'évolution transgène, séquences d'ADN provenant des autres espèces. Les protéines connues mais non traduites. Notre ADN, il possède des parties qui codent pour des protéines que nous connaissons. Je sais, est-ce que je peux traduire, est-ce que je peux moi-même dire quelle est la protéine qui va être fabriquée par cette molécule d'ADN? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux dire, je reprends la question, est-ce que je peux deviner, en lisant l'ADN, est-ce que je peux deviner quel est l'enchaînement des acides aminés qui constituent la protéine qui va être fabriquée? Oui, grâce au fameux tableau de dictionnaire de Nirenberg. Vous l'avez oublié. Nirenberg wa Moussaïdo, 1961. Vous avez oublié dans votre livre de sciences. Très bien. Donc, je peux deviner. C'était des exercices en terminale. Avec le kitab d'Ahmed Amin Khalifa, les sujets, Filbar, il y en a plein. Donc, on nous donne des séquences d'ADN. CG, on nous demande de donner l'enchaînement des acides aminés. Donc, on a remarqué que certaines parties de mon ADN, en les lisant, tac, 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 et en les traduisant par le dictionnaire, on a déduit qu'elles étaient constituées des acides aminés suivants: arginine, lysine, histidine, glutamine, acide glutamique, acide glutamique. Elles formaient des protéines connues chez certains animaux, d'accord, chez, je ne sais pas, un ayan, chez des rats, chez des souris,
chez des chats, chez une plante, c'est des protéines que nous connaissons, mais que je ne synthétise pas, je n'en ai pas besoin. Est-ce que vous possédez l'enzyme qui dégrade le cellulose? Oui. Est-ce que Richard, est-ce que vous avez des enzymes qui dégradent le cellulose? Non, on n'en possède pas. Sinon, on aurait mangé le goût comme un kibach. Parce que le kibach, les moutons en possèdent. Les moutons peuvent dégrader le cellulose. C'est pour ça qu'ils peuvent manger le foin. Nous ne pouvons pas dégrader le cellulose. Donc, il est éjecté directement. Par exemple, je peux avoir des protéines, je peux avoir des gènes qui codent pour l'enzyme qui dégrade la cellulose. Je peux avoir des enzymes, des gènes qui codent pour l'enzyme qui dégrade la cellulose. Mais je ne la manifeste pas. Donc ils ont dit que peut-être ça fait partie des mécanismes de l'évolution. Je la synthétisais dans le temps, mais maintenant je ne la synthétise plus. D'accord? Très bien. مليحة كنا عندنا أنزيم تاع السيلولوز وناكلو الكرت. Transgènes, ce sont des séquences d'ADN provenant des autres espèces. D'accord? Comme les virus. Comme les virus, le VIH, il réalise des transgènes. C'est pour ça qu'on ne peut pas guérir du VIH. L'hépatite B, kiff, elle réalise des transgènes. Elle est introduite dans l'ADN. C'est pour ça qu'il n'y a pas de traitement contre l'hépatite B. Elle peut guérir l'hépatite B, mais si elle guérit spontanément. Elle guérit spontanément. Donc c'est des ADN qui sont introduits à mon ADN, mais qui viennent d'autres espèces qui m'ont infecté. D'accord? C'est comme le VIH. Le VIH, une fois il entre dans mon organisme, c'est bon. Il va fusionner avec mon ADN, il va rester dans mon organisme. Dans les cellules eucaryotes, seule une partie de l'ADN contient l'information nécessaire à la synthèse des protéines. Dans les cellules eucaryotes, seule une partie de l'ADN contient l'information nécessaire à la synthèse des protéines. On avait vu que plus que 50% de notre ADN était génétiquement inutile. Le polymorphisme de l'ADN. Les gènes qui codent pour les protéines ne représentent que 3% du génome humain. 3%. On était dans les 50%, on est descendu jusqu'à 3%. On nous dit que seulement 3% de notre ADN était responsable de la synthèse de protéines. Seulement 3%. Vous voyez, les autres parties sont génétiquement inutiles. Le restant des molécules, 97%, elle est non codante. De plus, la structure de l'ADN humain est très variable d'un individu à l'autre et ces variations sont surtout présentes au niveau de ses parties non codantes, mais aussi au niveau des gènes. Donc il y a une différence de gènes entre moi et vous. D'accord? La couleur de nos yeux, notre faciès, notre capacité à, je sais pas, notre force musculaire prédéfinie. D'accord? Sinon on serait identique. On n'est pas identique. On n'a ni les mêmes traits, ni le même sexe, ni la même voix. Pourquoi? Parce qu'on est différents génétiquement. On nous dit que les parties non codantes, elles étaient encore plus différentes d'un être vivant à un autre être vivant. D'accord? Elles étaient encore plus différentes, mais ce n'est pas important pour nous. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas exprimées. Allez. Le chromosome. Le karyotype humain normal comporte... Vous savez ce que c'est qu'un karyotype? Qu'est-ce que c'est qu'un karyotype? C'est la représentation photographique, d'accord, des différents chromosomes constituant mon organe, mon programme génétique, photographié, colorié, photographié et organisé du plus grand au plus petit. Vous avez vu, je crois en génétique, les techniques à partir desquelles on réalisait un karyotype. On prenait la cellule en métaphase, ou là en prophase, on stoppait la division, on la coloriait, d'accord, pour avoir le karyotype. C'est cher, hein. Sinon ça aurait été intéressant que le karyotype, mais c'est cher.
22 paires d'autosomes. Bon, voilà, le karyotype humain normal comporte 46 chromosomes. 22 paires d'autosomes. Autosomes, des chromosomes somatiques, des chromosomes non sexuels. Autosomes, notés de 1 à 22 en fonction de leur taille décroissante. Et une paire de gonosomes ou chromosomes sexuels. XX chez la femme, XY chez l'homme. Vous avez étudié les aberrations chromosomiques. Syndrome de Klinefelter, syndrome de Turner, syndrome de Down. Vous les avez vus en génétique. Chaque chromosome comporte un centromère, région qui contient le kinétochore. Kinéto veut dire quoi? Ça vous rappelle quoi là? Cinétique. Kinétochore, il est impliqué dans la cinétique. Le kinétochore est impliqué où? Il est impliqué dans la migration. La migration des deux chromosomes au cours de la anaphase, au cours de la séparation. On va voir, il va être lié au microtubule. Voilà, les microtubules kinétochoriens. Très bien, c'est parce qu'ils sont en relation avec les kinétochores. Centre d'organisation des microtubules, responsable de la fixation des chromosomes au fuseau métotique. Le Mirzel el-Lalaouni. Vous vous souvenez du Mirzel el-Lalaouni? C'est ça, c'est le fuseau mitotique lors de la mitose. Les deux chromatides sœurs résultant de la réplication d'un chromosome sont unies dans leur zone hétérochromatique de chaque côté du centromère. Voilà. Donc, ça, c'est le chromosome. Il est constitué de deux chromatides. Ça, c'est une chromatide. Tout ça, c'est une chromatide. Donc, ça, c'est un chromosome. Ça, c'est une chromatide. Ça, c'est une autre chromatide. D'accord? Une chromatide est liée à l'autre chromatide au niveau du centromère et par de l'hétérochromatine, de la chromatine qui est compactée, hétérochromatine. Chaque chromatide est constituée d'un bras court et d'un bras long. Le bras court est dit P, le bras long est dit Q. D'accord? Voilà. Donc chaque brin est constitué de régions. Chaque région est constituée de bandes. Donc le chromosome est une organisation de la chromatine. Cette organisation de la chromatine, elle se fait sous forme de X. Ce X est formé de deux bâtonnets. Chaque bâtonnet est une chromatine. Chaque chromatine est constituée de deux bras. Un bras court et un bras long. Chaque bras est constitué de régions. Chaque région est constituée de bandes. D'accord? Pourquoi c'est important? C'est important dans la localisation des gènes. C'est important dans la localisation du gène. Si je vous parle d'une certaine notation, je vous dirais qu'elle est située dans XQ13. Quelle est la notation située dans XQ13? Par exemple. Oui? XQ13. XQ13 par exemple. XQ13, donc XQ13 elle est située où? Elle est située dans le bras long, d'accord? Dans la région 13. Chromosome X, oui, très bien. D'accord? XQ13. XQ13. Oh, XQ. Le XQ13. Oui. Ah, c'est pas ici, là. C'est dans les biopathie XQ13. Je crois que c'est Duchenne, non? Je la trouve où la maladie de Duchenne? Dystrophie musculaire progressive.
Ah non, c'est le XP21, pas le XQ13. XP21 du chien, non? Alors c'est quoi le XQ13? XQ28 et Marc Dreyfus? Charcot, on vérifie. Donc XQ c'est XP21 du chêne, vous vous souvenez, XP21 du chêne et XQ13 maladie du, cherchez maladie du menton, voilà. Chromosome 21. Non. Bon, c'est pas important. XQ13, voilà. C'est ici. Distal S1. Spinal musculaire atrophie. Atrophie spinale distale, c'est pas du chêne ni la maladie de Charcot. SMA, musculaire, spinal musculaire atrophie. SMA, spinal musculaire atrophie. Voyez, donc tout ça vous en avez besoin, ces cours-là vous allez les aborder en 4e année, Inch'Allah. Donc vous devez dès maintenant avoir ce vocabulaire dans votre tête, vous n'allez pas y revenir en 4e année, c'est quoi le Q, c'est quoi le X, d'accord? Donc vous devez sortir, chaque chose que vous faites, elle est importante, elle apparaîtra plus tard, d'accord? Il faut faire ce qu'on en fait bien, parce qu'on ne vous le répétera pas. On continue. Oh, maintenant il se répète. Donc on saute. Tout ça on a fait. RNR, le spine, le sign, pardon. Voilà. Donc le génome humain est constitué d'à peu près 3000 mégabases. Méga ça veut dire million. Les gènes et autres séquences apparentées 900 MB. Les gènes codants ne représentent que 90 millions de bases. Combien il y a les ADN non codants, les pseudogènes, les fragments de gènes, les introns. D'accord? Les introns, on les élimine, ils ne sont pas exprimés. Donc ils font partie de quoi? Ils font partie des gènes non exprimés. D'accord? L'ADN extragénique, maintenant, l'ADN répété qu'on a vu, les répétitions en tandem, les répétitions intercalées ou les dispersées. Et l'ADN à copie unique, non répétée. C'est pas important. L'essentiel, on avait dit, on a vu que l'ADN est constitué de deux parties. Une partie qui est codante et une partie qui n'est pas codante. C'est la partie non codante qui est la plus présente. Elle a certaines dispositions. Elle peut être répétée de façon dispersée, de façon en tandem. Elle peut être unique, d'accord? Et elle s'organise. La partie codante, elle représente une toute petite proportion et elle code pour les différentes protéines. D'accord? Oui. Non, pour réaliser la transcription, la réplication
il faut qu'il y ait un décompactage, d'accord? Donc je dois exposer les gènes théoriques. Mais ce sont les parties qui lient, au contraire, non. C'est les parties qui sont compensées, Non, elle peut être contenue dans l'ADN nucléosomique ou dans l'ADN de liaison. D'accord? Parce que n'oubliez pas que même l'ADN de liaison, il est compacté. On avait dit en zigzag ou là en hélice. l'ADN de liaison, il Oui. hétéro ou la... Non, oui, s'il est compacté, il est en hétéro. S'il est relâché, il devient E, chromatine. D'accord? La réplication de l'ADN.